Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier webinaire dans le cadre des mercredis de l'orientation Région Sud, hashtag métier sur la silver economy en plein boom, comprendre les métiers du sanitaire et social. En attendant que vous vous connectiez toutes et tous, je vais vous réexpliquer un petit peu quels sont les objectifs de cette programmation de webinaire. Donc, ces mercredis de l'orientation Région Sud sont destinés à vous permettre de découvrir les secteurs d'avenir de la région, de vous présenter les différents parcours de formation et bien entendu de bénéficier de l'expertise de professionnels. À la droite de votre écran, vous avez un chat dans lequel vous allez pouvoir nous poser toutes les questions relatives à ce hashtag métier, donc sur la silver economy et plus particulièrement donc sur les métiers du sanitaire et social. La région Sud, en partenariat avec la région académique et le CARIFOREF, sont heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire. Avec le vieillissement de la population de la région Sud, puisque plus d'un habitant sur 4 a plus de 60 ans sur la région, le secteur de la santé et de l'action sociale joue un rôle majeur pour assurer les services essentiels aux habitants et favoriser le développement économique. Il s'agit donc d'un secteur clé de l'emploi. Et donc, cette filière sanitaire et sociale est aujourd'hui le premier employeur de la région Sud. La crise sanitaire a mis en lumière la nécessité de former davantage de professionnels de santé. Dans ce cadre, la région s'est donc engagée à augmenter le nombre de places en formation dans les métiers dits en tension, particulièrement sur les métiers d'aide-soignant, d'infirmiers, d'auxiliaires de vie, de techniciens et d'intervention sociale et familiale, de moniteurs, éducateurs. Et donc, dans ce cadre, pour bien échanger sur cette thématique, j'ai l'honneur d'accueillir pour ce webinaire donc, Valérie Ripper, qui est donc directrice d'ABC Saint-Joseph, Christophe Baillet, qui est directeur des Instituts de la Blancarde, qui est pôle Euro-Méditerranée de formation métier du soin, et Marine Lombardi, qui est étudiante en soins infirmiers deuxième année, qui a un parcours assez atypique et qui va pouvoir nous parler de tout son déroulé, puisqu'elle a préalablement fait une formation d'aide-soignante. Pour commencer, donc, je propose à Christophe Baillet d'intervenir, puisqu'on va pouvoir échanger justement sur toutes les formations. Ensuite, on laissera la parole à Marine qui nous expliquera son parcours en tant qu'étudiante et Valérie en tant que professionnelle sur ses besoins et son retour aussi d'expérience en termes de compétences et de besoins qu'elle a pour son entreprise. Christophe, bienvenue. Donc merci, bonjour à tous. Donc moi je suis Christophe Baillet, je suis directeur des Instituts de la Blancarde. Donc à la Blancarde, on a un institut de formation en soins infirmiers qui accueille à peu près 330 étudiants infirmiers, donc une formation sur 3 ans. Un institut de formation d'aide-soignants, donc où on a et l'apprentissage et la formation initiale, donc apprentissage sur 18 mois et une formation initiale d'aide-soignants sur 1 an. Et également la formation d'auxiliaire de puriculture, avec également une promotion initiale et une promotion en apprentissage. Chez les aides-soignants, donc, on a 110 aides-soignants en initiale et une promotion de 24 apprentis, donc sur 18 mois, donc 2 promotions. Et chez les auxiliaires de puriculture, on a une promotion de 35 auxiliaires de puriculture et également 24 apprentis. Deux parcours qui sont plutôt complémentaires, puisque en IFSI, donc, il y a la voie d'entrée par Parcoursup, donc sur 60% des quotas, mais ça c'est l'ensemble des IFSI, hein, en tout cas pour la région PACA, et 40% qui sont par la voie professionnelle continue. Et sur les aides-soignants et auxiliaires de puriculture, eh bien, une entrée soit en voie initiale par dossier avec un oral, et soit la voie d'apprentissage, également donc avec un dossier en oral, ou bien si la personne a une promesse d'embauche venant d'un employeur, eh bien, une entrée directe en formation. Donc voilà, en tout cas, les grandes lignes que je peux dire rapidement sur ces 3 formations. Très bien. Et vous accueillez combien d'étudiants à la Blancarde? J'ai pas compris.
Vous accueillez combien d'étudiants à peu près à la Blancarde, justement, par filière? Donc, c'est les quotas que j'ai dit, c'est-à-dire sur les IDE, on est à peu près à 330. D'accord, Sur les aides-soignants, on est à peu près à 160. Et chez les auxiliaires de puriculture, on est à peu près à 60. très bien. Marine, je vous propose de nous expliquer un petit peu votre parcours en fait de démarrage d'aide-soignant et maintenant vous êtes en deuxième année de soins infirmiers à la Blancarde. Oui, c'est exactement ça. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Marine Lombardi. Je suis étudiante en soins infirmiers en deuxième année sur l'IFSI de la Blancarde. Et j'ai commencé en fait par le métier d'aide-soignante. Moi, par la voie initiale, avec l'oral fait directement. C'était une formation sur 11 mois pour moi. Et ensuite, j'ai pratiqué le métier d'aide-soignante pendant un peu plus de 2 ans. Et je me suis directement rejoint et j'ai passé, j'ai pas passé je devais passer le concours, mais la crise sanitaire a fait autre chose et je suis passée moi du coup par la voie initiale pour rentrer en études infirmières et je suis en deuxième année actuellement. Alors pourquoi ce choix de vous orienter sur cette formation d'aide-soignante et puis maintenant ce parcours d'infirmière? Alors, je vais redire typiquement la phrase que j'ai dit à mon oral d'infirmière, mon oral d'aide-soignante, pardon. Quand on m'a posé bien évidemment cette question, pourquoi aide-soignante et pas infirmier? Je ne venais absolument pas de ce terrain-là. Je travaillais dans le service de la banque pendant 7 ans et je voulais absolument vraiment me diriger vers le soin et vraiment c'était j'ai eu l'opportunité de toucher vraiment le soin en étant accompagnée de personnes de ma famille qui sont infirmières et cadres de santé. Et j'ai tout simplement dit à mon oral, les pyramides ne se construisent pas par le haut de la pyramide, mais par les fondations. Du coup, je préfère être une bonne aide-soignante pour pouvoir être ensuite une bonne infirmière. Et pour moi, c'est vraiment un travail en binôme. C'est-à-dire que si on n'est pas une bonne aide-soignante, qu'on ne fait pas les bonnes choses, le métier d'aide-soignante, je pense qu'il n'est pas forcément très bien vu. On associe ça souvent et régulièrement aux soins de confort et de bien-être et pas souvent à autre chose. C'est-à-dire, c'est les toilettes et autre chose. Et ça s'arrête là. C'est pas du tout ça. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas réellement ce métier d'aide-soignante. Et s'il n'y a pas d'aide-soignante dans les établissements de santé, je pense que les soins ne seraient pas faits correctement. Malheureusement, c'est vrai, il faut le dire. Et là, je ne vais pas le manquer, c'est vraiment le côté d'être encore plus proche du patient et vraiment l'accompagner dans la continuité de ses soins vraiment plus approfondis qui m'a intéressée vraiment de devenir infirmière maintenant et d'être en deuxième année encore. D'accord. Donc, comment vous définiriez justement ce métier d'aide-soignante par rapport à ce que vous avez vécu et quelles sont, selon vous, un petit peu quelles peuvent être les compétences ou la fibre un petit peu qu'il faut avoir puisqu'on travaille quand même beaucoup sur l'humain. Alors, on travaille, bah oui, de toute façon, hein, on a des vies entre les mains. Pour être aide-soignante, il faut surtout avoir une bonne connaissance déjà. Bon après ça s'apprend peut-être sur le terrain. Je sais pas, je vais pas dire peut-être que Monsieur Bailly va me rejoindre sur ce que je dis, mais il faut avoir quand même un minimum de connaissances sur les pathologies pour être vraiment en binôme complet avec l'infirmière. Ensuite, pour une aide-soignante, c'est énormément la surveillance du patient. C'est-à-dire que les aides-soignantes, elles sont très très proches des patients. Elles sont dans l'écoute, elles sont dans le partage et il faut être vraiment dans la discussion pour comprendre le patient. Souvent, le patient, il va peut-être pas parler au médecin parce qu'il va peut-être pas le comprendre. Il va peut-être pas parler à l'infirmière parce que on a le statut de l'infirmière, elle vient piquer, il y a le ressort de la chambre. Et ensuite, il y a l'aide-soignante qui arrive. Et l'aide-soignante, elle va être là, proche, beaucoup plus proche du patient. Donc en fait, elle va pouvoir écouter ses dires et ses dires, elle va pouvoir les transmettre à l'ensemble de notre équipe. Et c'est ce qui fait vraiment cette continuité des soins et qu'on nous dit constamment dans ces métiers de soins, c'est vraiment l'écoute, l'écoute, l'écoute. C'est si un patient, on rentre dans une chambre, on le voit déjà, on voit visuellement qu'il va pas bien, il n'est pas forcément comme d'habitude, qui va pas va pas le verbaliser qu'il se sent mal, mais on va peut-être essayer
nous, de nos connaissances et de ce métier-là, de comprendre le pourquoi du comment. Ben, ce patient-là, il n'est pas forcément très très bien actuellement. Je dis patient, mais attention, il y a aussi également les résidents, hein, parce que les aides-soignantes, mais il y a également des personnes en maison de retraite. Ah. On a perdu Marine, donc je pense qu'elle va se reconnecter. Justement, peut-être Christophe, en complément de ce que nous disait Marine à l'instant, au niveau de la Blancarde, je pense qu'il y a tout aussi un dispositif d'accompagnement des étudiants qui sont dans vos formations sur justement cet accompagnement, cette notion un petit peu plus, l'accompagnement humain que vous pouvez apporter, et puis tout dans le volet formation, bien entendu, des étudiants, il y a le côté, on va dire, très technique, mais ensuite il y a l'accompagnement à la pratique. Oui. En fin de compte, par rapport à ce que vient de dire Marine, clairement, la relation communication fait partie de la base du métier, j'ai envie de dire là, de tout métier, de façon du sanitaire, social, médico-social. L'aide-soignant, en pratique, eh bien, c'est le rôle propre infirmier qui est attribué à l'aide-soignant. Et l'aide-soignant, et là, chez les jeunes, d'où est l'importance de la motivation, c'est que quelqu'un qui cherche uniquement la part relationnelle, la différence entre les soins, l'infirmière et l'aide-soignant, en fin de compte, sur la part relationnelle, il y a très peu de marge. J'ai presque envie de dire même que quelqu'un qui veut faire que du relationnel, il a plutôt intérêt à s'orienter vers aide-soignant. Et donc, c'est ce qu'on cherche un peu dans les sélections, à repérer l'orientation. Il y a même des étudiants qui décident en fin de première année, des étudiants en soins infirmiers qui ont un très bon profil, très bon niveau, qui disent mais moi je veux pas être infirmière, c'est trop technique, c'est trop administratif. Moi je cherchais la relation avec le patient et la relation avec le patient, eh bien là moi je la trouve pas en étant infirmière. Bon après on peut la retrouver bien sûr sur certains secteurs. L'avantage des deux métiers, c'est que c'est des métiers qui sont très riches en relations humaines, très riches en possibilités d'exercice professionnel, puisqu'on peut aussi bien faire, par exemple, le rôle de l'infirmière de domicile, c'est pas la même que le rôle dans un SIAD, c'est pas la même que le rôle d'une infirmière scolaire, qu'une infirmière en EHPAD, en maison de retraite, une infirmière en chirurgie, une infirmière en oncologie, en cancérologie, et ainsi de suite. Et c'est exactement la même chose pour les aides-soignants. Donc les deux sont vraiment complémentaires. C'est plutôt le contenu plutôt théorique qui va être beaucoup plus approfondi chez les infirmiers. Mais encore, il faut préciser quand même il y a un nouveau référentiel aide-soignant là, depuis septembre 2021 qui pousse beaucoup plus loin les études, enfin le contenu, et qui demande aussi un minimum de connaissances, puisque l'aide-soignant, là, dans le nouveau référentiel, eh bien, doit être capable de faire du raisonnement clinique, doit être capable de communiquer, il a de la pratique technique également. Et j'ai presque envie de dire que l'aide-soignante de demain, c'est l'infirmière d'hier. Et ça, c'est important parce que typiquement, les jeunes s'orientent vers infirmier, mais il faut vraiment se poser la question, le pourquoi du comment, en fonction de mes capacités, de mes diplômes, de ce que je veux faire, là où je vais m'épanouir. Et c'est un peu là ce qu'a réussi un peu à développer Marine, où elle a pu s'épanouir dans son métier d'aide-soignant. Et maintenant, elle va chercher à s'épanouir dans son métier d'infirmier et dans son exercice professionnel. Il y aura un mélangé de ce qu'elle a appris en tant qu'aide-soignante et en tant que future infirmière. Parfait, merci beaucoup Christophe. Valérie, bienvenue. Donc Valérie, vous êtes directrice d'ABCD Saint-Joseph. Je vais vous laisser la parole, nous expliquer ce que c'est que cet institut, vos métiers, et, les compétences pareil que vous recherchez. Oui, donc ABCD Saint-Joseph, c'est une association d'aide à domicile. On existe depuis 2004. On intervient sur Marseille et puis sa périphérie. On a aujourd'hui un petit peu plus de 100 salariés, essentiellement des intervenantes à domicile qui interviennent auprès de bénéficiaires qui sont des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des actifs.
on a 650 bénéficiaires. Donc, nous, on appelle nos clients des bénéficiaires. On est 5 en administratif. Et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'on représente les métiers du domicile, puisqu'on ne parle pas des établissements, on parle bien de personnes qui vont au domicile des personnes âgées pour leur apporter un soutien. Donc, nous, les prestations qu'on propose, c'est de l'entretien du domicile, de l'entretien du linge, des courses, de la préparation de repas, des accompagnements sur les rendez-vous médicaux, mais aussi des loisirs, le cinéma, etc. On est amené à faire de l'aide à la toilette, les toilettes étant faites par les aides-soignantes et les infirmières. Voilà, donc on intervient en complément. On est vraiment sur un métier du lien, un métier, ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers du care. On est plus sur le prendre soin. Donc les compétences requises, ce sont essentiellement des savoir-être, puisqu'on a besoin de gens empathiques, bienveillants, qui ont une certaine rigueur, puisqu'elles sont assez autonomes, elles passent d'un domicile à un autre. Donc, il faut avoir une grande capacité d'adaptation, puisqu'on ne passe pas d'une chambre à une autre, comme ça peut être le cas à l'hôpital ou dans un EHPAD. On va chez les gens, on va dans leur intimité. Donc, il faut être en capacité aussi d'avoir une certaine limite professionnelle. Donc, c'est pas évident, mais c'est ça aussi qui est très, très intéressant, c'est que les gens vous accueillent et qu'ils ont besoin de relations humaines. Nous, on recrute tous les jours. On a énormément de mal à recruter sur ces métiers-là, qui sont des métiers peu connus, peu valorisés. On recrute aussi bien en direct. On prend aussi beaucoup de stagiaires, des organismes de formation tout au long de l'année pour pouvoir les recruter ensuite. Et puis, on se lance aussi dans l'apprentissage. Aujourd'hui, sur nos 100 salariés, on en a 5 qui sont en apprenti, 4 qui sont sur le terrain, donc sur des titres assistantes de vie aux familles. Et puis, on en a une qui est en BTS SP3S qui veut devenir ce qu'on appelle, nous, des cadres intermédiaires, c'est-à-dire une responsable de secteur. Donc, ça c'est sur la question de l'apprentissage. Je regarde mes notes pour être sûre de ne rien oublier. Sur la question des parcours, nous, on appartient au groupe de l'hôpital Saint-Joseph. Donc, on est en train de travailler aussi sur une sécurisation des parcours qui permettrait, un peu comme ce qu'a fait Marine, de passer d'un métier à un autre de manière plus sécure. C'est-à-dire que nous, on représente les services d'aide à domicile, il y a des services de soins infirmiers à domicile, il y a de l'hospitalisation à domicile, et puis après, il y a l'hôpital. Donc, on peut être aide à domicile aujourd'hui, aide soignante plus tard, de devenir infirmière. Tout ça est plus simplifié aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelque temps. Mais par contre, on reste dans les métiers du prendre soin. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que autant on peut acquérir des compétences techniques, autant les savoir-être, ils doivent être dans notre comportement au quotidien. Nous, ce qu'on demande aussi, c'est beaucoup de ponctualité, parce que les personnes âgées, notamment, sont très attachées à ça. Donc, elles prennent rendez-vous avec nous, donc il faut être là au rendez-vous aussi. Et puis, il n'y a pas que la relation avec les personnes qu'on suit, il y a la relation avec les aidants. On prend en charge aussi l'information des aidants familiaux, parce qu'eux aussi sont perdus. Donc, il y a tout un protocole d'accompagnement dans ce cadre-là, et on essaye de les orienter le mieux possible en fonction des besoins sur des prestations complémentaires qui peuvent être le portage de repas, voilà, les accueils de jour, etc.
Merci beaucoup Valérie. Voilà. Est-ce que justement vous avez un petit peu une perception de vos besoins dans les années à venir, puisque c'est un secteur qui se développe énormément et puis il y aura de plus en plus de besoins d'accompagnement à domicile. Donc, Ben, ce qui est clair, c'est que le souhait des personnes âgées, c'est de rester le plus longtemps possible à domicile. Ça c'est évident, c'est ce qui ressort de toutes les enquêtes. Donc la filière domicile est en train de se développer, donc il faut prendre ça en compte, ce qui veut dire que nos besoins sont croissants. Nos besoins sont croissants et le vieillissement est important et le niveau de dépendance aussi. Donc il y a beaucoup de domiciles sur lesquels on intervient trois fois par jour. Pour accompagner sur les instants de repas et de coucher. Très bien. Ce que je vous propose, c'est peut-être de répondre à quelques premières questions de la salle. Donc là, j'ai une première question pour savoir si on fait un bac pro ASSP, est-ce qu'on peut devenir auxiliaire de puériculture? Christophe, peut-être votre micro? Oui. Quels que soient les bacs, il y a toujours des possibilités. Après, sur le bac ASSP, en tout cas, c'est vrai qu'on dirige davantage vers les auxiliaires de puériculture ou les aides-soignants, parce que le message actuellement des conseillers d'orientation, eh bien, il est mal orienté, il est orienté vers infirmier, alors que les bacs ASSP, avec un bon bac ASSP, on peut faire une excellente année de formation d'auxiliaire de puériculture ou d'aide-soignant. Donc la réponse est oui, sans souci. En plus, la sélection est par un oral. Et auxiliaire de puériculture, d'emblée, s'il y a une promesse d'embauche en apprentissage, eh bien, on rentre directement en formation. D'accord, très bien. Alors là, c'est une maman qui pose la question. Ma fille est actuellement en seconde et souhaite devenir sage-femme. Pourriez-vous nous guider sur le parcours à suivre? Sage-femme, clairement, c'est la première année de médecine, passe l'AS, et puis après la sélection se fait directement en fin de première année entre odontologie, entre sage-femme, pharmacie, etc. Donc là, on est hors circuit IFSI. Ouais. Cependant, après, il y a des parallèles possibles. Quelqu'un qui est infirmier diplômé d'État peut retourner après, sous certaines conditions, directement en deuxième année de médecine. Très bien. Alors, quelles sont les formations du sanitaire et social dispensées dans la région et quels sont les métiers du sanitaire et social? Y a-t-il encore des concours pour accéder à ces formations et quelles formations sont accessibles via Parcoursup? Alors, il y a un peu plusieurs questions en une. En fait, sur les métiers du sanitaire et social, bon, on en a pas mal discuté déjà par rapport à aide-soignant et infirmier. Valérie également par rapport à ses besoins. Alors peut-être que Valérie, vous voulez apporter des petits compléments d'information sur ou d'autres métiers qu'on n'a pas forcément évoqués. Il y a les métiers d'aide médico-psychologique qui sont intéressants. Il y a les métiers de technicienne de l'intervention sociale et familiale pour intervenir auprès des familles. Ce sont des métiers qui recrutent. Nous, on est plus sur auxiliaire de vie sociale ou assistante de vie aux familles. Mais il y a de nombreux métiers, les moniteurs éducateurs, les éducateurs spécialisés, tous ces métiers sont à la recherche de candidats. En fait, il y a beaucoup de demandes, mais en fait, le lieu de renseignement, c'est l'IRTS, c'est l'Institut régional des travailleurs sociaux, et qui forme 10 métiers sur l'aspect social. Qui va de... Bon, l'AMP n'existe plus. Hein, oui, c'est l'AES maintenant. Et qui est un équivalent d'AS. D'ailleurs, la Blanquart travaille en partenariat avec l'IRTS, voir pour ce qu'on peut mettre en place de commun. Hein, c'est juste que l'AES est sur l'aspect plus social et l'aide-soignant sur l'aspect vraiment soins sanitaires. Par contre, on va dire que le parallèle des IFSI, eh bien, c'est l'IRTS, l'Institut régional des travailleurs sociaux, où dedans, vous allez trouver de l'AES jusqu'au CAFDES, jusqu'au
chef de service, éducateur spécialisé, éducateur petite enfance, tout ce qui est social en fait. Et il y a encore des concours pour accéder à ces formations? Ces formations, en fin de compte, il y en a certains qui sont sous concours, mais c'est comme les AS, c'est avec un oral. Bon, après, là, je ne veux pas dire de bêtises. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que pour les éducateurs, entre autres, c'est sur Parcoursup également. Comme les infirmiers, ils ont également, contrairement aux infirmiers, ils ont le maintien des oraux chez les éducateurs. D'accord. Et alors ensuite, on a une question sur justement la formation d'aide-soignante. Combien de temps de formation une aide-soignante doit-elle faire pour devenir infirmière? 3 ans. On reste sur nos 3 ans. Enfin, je me permets de prendre la parole, Oui, bien sûr. pardon. Oui, allez-y. Oui, tout à fait. Ça Vous me êtes concerne dedans. parce que je suis aide-soignante. C'est 3 ans d'études. Dans tous les cas, c'est une première année, une deuxième année, une troisième année, même si on est aide-soignante. Mais là, je vais laisser parler mon directeur parce que je crois qu'on peut avoir des ECTS, non pas des ECTS, mais des partiels qui peuvent être enlevés par rapport à la formation aide-soignante pendant nos partiels. Oui, mais très peu. Ça correspond qu'à quelques heures. Donc, il faut partir sur 3 ans. L'aide-soignant, en fin de compte, il faut le prendre sous 2 formes. C'est-à-dire, c'est soit aide-soignant permet, en fin de compte, quand on est moyen à l'école, de permettre un tremplin pour après aller vers Parcoursup, c'est-à-dire une acquisition de maturité, de connaissances, de vocabulaire professionnel, de posture, puisqu'on a beaucoup parlé de posture d'ailleurs, et de relations communication. Et entre quand on a 18 ans et 20 ans, ça peut changer la donne. Et puis, la deuxième solution, c'est le tremplin, c'est-à-dire 3 ans d'expérience, permet de rentrer sous 2 formes, soit par Parcoursup par le biais de son bac, soit de rentrer par le biais de la sélection, avec une épreuve de maths d'une demi-heure, une épreuve de français d'une demi-heure et un oral. Juste pour donner un peu la différence, Parcoursup, 12 000 candidats, je donne là pour la Blancarde. Bon, sur le groupement, on a 12 000 candidats pour 60 places. Et sur le concours de la voie professionnelle continue, eh bien, on a eu 100 candidats pour 40 places. Donc, autant vous dire que la formation professionnelle continue a tout son intérêt également. Votre micro, Benoît. Merci Marine. Oui, il y a une autre question pour être auxiliaire de puériculture. Faut-il mieux faire un bac pro ASSP ou un bac techno SSDT? Eh ben, ça, j'ai répondu juste avant. Ouais. Les 2 bacs sont possibles. C'est la notion de motivation qui va faire la donne. Et puis, comment va la personne a monté son projet professionnel pour l'oral. C'est pas le bac qui va faire la différence, en fait. Donc là, c'est la même approche parce que on a une question sur le bac STMG. Et si on se souhaite se réorienter en études d'infirmière, est-ce qu'il est possible de le faire? Alors, c'est mon bac. Voilà, donc la preuve. Donc voilà. Et je suis bien placée pour en parler parce que c'était mon ancien bac. Enfin, moi, c'était STGM. Mais oui, c'est possible de le réorienter. Après, comme je disais dans ma présentation, c'est que je suis passée par aide-soignante et j'avais commencé à faire une prépa pour me préparer au concours, justement, pour arriver avec vraiment des bagages et savoir à quoi m'attendre à un oral et répondre vraiment correctement, et parce que je n'étais pas du tout de cette branche-là. Mais encore une fois, c'est comme on a dit avant, les différents bacs, encore une fois, c'est la notion de motivation. La seule particularité, c'est plutôt avec les pros et les technos, où il faut avoir un certain niveau déjà pour suivre infirmier. Mais par exemple, moi, j'ai un bac technologique STL. Donc, aujourd'hui, je suis directeur d'institut. Et après avoir fait des masters, CAFDES. Donc, le bac ne veut rien dire au démarrage. Très bien, merci pour vos interventions. Peut-être aussi, parce que sur les métiers sanitaires et sociaux, donc on a beaucoup parlé justement des formations liées plutôt aux soins.
mais il y a aussi dans vos structures, dans vos associations et entreprises, et là je me tourne un peu plus vers Valérie, il y a aussi des besoins plutôt sur les fonctions dites support. Alors, est-ce qu'il y a justement aussi des spécificités par rapport à cela que vous et des compétences attendues aussi qui sont en lien plutôt sur les fonctions dites support? Effectivement, sur les postes d'assistants de secteur ou responsables de secteur qui sont en charge des intervenantes à domicile, des plannings, etc., on est sur des formations du secteur sanitaire et médico-social. Donc, on est sur des BTS SP3S, des CAFERUIS, sur des postes de chargés de projet, etc., qui sont en train de se développer. On a ces besoins-là en administratif et il faut connaître ces acteurs du domicile, du secteur pour être plus à même de répondre à l'ensemble des compétences. Donc oui, on a des salariés qui ont eu des bacs pro dans le sanitaire, qui ont passé des BTS, qui ont passé des Master 1, des Master 2, tout au long, soit de leur formation initiale, soit après en formation continue, c'est possible. Oui, et on en a aussi en apprentissage, donc voilà. Oui, c'est ça qui est important sur les métiers du sanitaire et social, les métiers du soin, c'est toutes les perspectives d'évolution derrière. C'est-à-dire que ce sont des métiers qui évoluent régulièrement et donc quand vous entrez dans une formation initiale, il ne faut pas perdre de vue aussi que derrière, vous serez constamment formé. Donc ça, c'est tout le rôle de la formation continue. Et puis l'intérêt aussi, c'est que le champ sanitaire et médico-social, il est très conséquent. Il y a toute la partie handicap qui est très, très importante. Il y a un nombre d'établissements assez important. Donc, on évolue tout au long cours sur sa carrière en passant d'un établissement à un autre. On peut être dans un hôpital de jour, on peut être dans un IME, on peut être dans une femme. Voilà, on peut toucher à tout. On peut accompagner des adolescents, des enfants, des personnes âgées. Tous ces métiers sont en lien avec l'humain, mais après, voilà, c'est très vaste. Très bien. Alors, on a une question aussi, alors qui revient toujours sur le niveau entre bac, Parcoursup et prépa. Avec un bac ST2S, pardon, on peut faire aide-soignant ou infirmière directement avec Parcoursup. Est-ce qu'on a plus de chances d'être admis ou il faut mieux faire une prépa avant? En fait, d'ailleurs, je vais répondre du coup à une autre question qui est en même temps, puisque pour pas que soit interprété ce que j'ai dit avant sur le bac, quand j'ai dit que le bac n'avait pas d'importance, c'est que chaque bac, en tout cas, je disais que chaque bac a la chance de rentrer. C'est plutôt ça. Après, dedans, c'est les options qui vont faire la différence. C'est-à-dire que, par exemple, pour un infirmier, ce qui est regardé à Parcoursup, principalement, c'est le français et les maths. Et après, s'il y a de la biologie, des sciences techniques de laboratoire, des choses comme ça, mais derrière, un bac qui a un très bon niveau, quel que soit le bac, a des chances également de rentrer. Et c'est le projet professionnel qui va faire la différence. Après, pour le bac ST2S, juste là, moi, je vais prendre mes chiffres de la Blancarde. Sur les lycées, les conseillers d'orientation ont tendance à orienter en disant, vous voulez faire infirmier, faites le bac ASSP ou le bac ST2S. J'ai volontairement, avant ce moment, été chercher les chiffres. Donc, sur les bacs ASSP et les ST2S, on a 4% simplement de ST2S et 4% d'ASSP. Par contre, on a le 24% de bac général et 14% de bac S et bac général tout mélangé. Donc, les bacs ASSP et les bacs ST2S, la difficulté, c'est que la connaissance du secteur, ils l'ont. Il y a des critères sur lesquels ils répondent bien sur Parcoursup. Mais cependant, il peut y avoir des difficultés si c'est un bac ASSP ou un bac ST2S, en tout cas un bac ST2S niveau très moyen, pour après poursuivre. C'est-à-dire que les abandons, on les a surtout sur les bacs ASSP. Sur les bacs ST2S, on a des gens qui rentrent sans souci.
Mais ça dépend du niveau que vous avez. Si vous avez 10 de moyenne avec un bac ST2S, ça peut être très compliqué en IFSI et je dirais même très peu de chances de rentrer. Par contre, sur aide-soignant, le bac ST2S, il s'en sort très bien et le bac SSP aussi. Après, la question est autour de la prépa. Donc la prépa, il y a toutes sortes de prépas. Le problème, c'est que la prépa, il y a des prépas qui coûtent très cher en promettant de rentrer. Moi, en tout cas, sur la Blancarde, je fais les prépas. Mais cependant, derrière, je ne peux pas dire que la personne rentrera. Parce que c'est vraiment, Parcoursup, c'est un algorithme à partir d'une analyse de dossier. Et que la prépa, donc pour rentrer, de dire qu'en faisant une prépa, il y a plus de chances, à la période de Marine, c'était différent. Parce qu'il y avait vraiment une épreuve de français, de test psychotechnique avec un oral. Et dès l'instant où il y a un oral, eh bien oui, la prépa, elle a tout son intérêt et qu'il y a un écrit. Là, il n'y a pas d'oral, on ne peut pas se vendre. Donc c'est l'algorithme déjà de votre bulletin scolaire de première et terminale. Après, la chose que peut aider la prépa, et là, nous, c'est ce qu'on fait à Blancarde, c'est de proposer des stages sur l'hôpital pour percevoir les différents métiers, ou même au domicile, et qu'après, à partir de là, de construire le projet professionnel. Et donc, pour construire correctement, parce qu'il y a aussi l'idéalisation de la profession infirmière au regard des séries d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Grey's Anatomy n'est pas représentatif du métier d'infirmier, ni de la série Urgence. Les gens qui pensent ça, au bout d'un moment, eh bien, tombent de très haut. Donc, ça sert plutôt en termes de préparation. Mais la prépa aide si c'est de la construction de projet, mais si vous faites une prépa avec des maths, du français, de l'anglais, etc., pour rentrer par le biais de Parcoursup, c'est pas cette prépa qui vous aidera. C'est vraiment la construction du projet professionnel et de la posture. Et il y a des lycées qui accompagnent aussi très bien là-dessus. Il y a les professeurs de ST2S, par exemple, bon, ils sont assez sensibles à ce sujet d'entrer en IFSI, puisque malgré tout, on pensait avoir plus d'ST2S dans les IFSI. Mais il y a une vraie discussion autour des prépas, parce qu'il faut faire attention aussi, parce que que la prépa ne devienne pas un business non plus. Très bien, merci beaucoup Christophe et Marine pour ces interventions sur Parcoursup Prépa. On va bientôt arriver là sur la fin de notre webinaire. Je vais laisser la parole à Marc Lazenec, qui est le chef du service emploi information métier de la région Sud. Marc. Oui, merci. Écoutez, voilà, j'étais présent avec vous, mais j'avais éteint la caméra pour écouter et remercier. Je souhaitais remercier les intervenants, les trois, pour la qualité voilà, de vos propos et des interventions et des remarques aussi que vous avez pu apporter aux questions de chacun des parents ou des présents. Bien évidemment, remercier les participants, vous êtes nombreux. C'est ce premier webinaire qu'on a souhaité développer avec AEF et puis en lien avec les services académiques. L'idée pour nous, l'objectif, c'est à la fois de donner à voir la réalité des métiers, des formations, de manière à ce que chacun puisse faire des choix éclairés dans une période toujours complexe en matière d'orientation. Là encore, lutter contre toute autocensure, c'est ce que M. Baillet a pu évoquer aussi à travers des exemples. Les filières sont ouvertes, les voies sont possibles. Mme Ripper en a témoigné, ainsi que Marine. Et pour nous, il est important du point de vue de la région, dans notre compétence qui est d'informer sur les métiers et les formations, de mettre en présence la réalité des métiers avec les élèves, les parents et les questionnements qui ont cours. Donc, ce premier webinaire en appellera d'autres. Vous avez vu certainement sur le programme qu'on traite d'une thématique à chacun des 10 mercredis dans l'année. Ils vous seront accessibles, bien sûr, en replay. Et pour nous, on crée comme ça un catalogue de manière à pouvoir répondre à vos attentes, à vos besoins, à vos questions. Donc, n'hésitez pas à l'issue du webinaire à nous faire part aussi de voilà, vos autres questions que vous n'auriez pas posées, vos frustrations, les limites qu'on a pu rencontrer. On expérimentait aujourd'hui cette démarche avec cette volonté de répondre au mieux à vos besoins. En tout cas, je remercierai encore bien sûr les intervenants, le champ du sanitaire et social qu'on souhaitait mettre en avant, puisque, comme cela a été dit, la réalité professionnelle, les métiers émergents, les métiers qui recrutent en tension, voilà, c'est l'essence même de ce qui fait notre territoire.
Et pour nous, on assume cette compétence en essayant de permettre à chacun de se faire un chemin et finalement de contribuer à la meilleure voie pour tous en matière d'orientation et d'insertion professionnelle. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. Benoît, je te laisserai conclure sur les éléments. Juste une petite précision, diffusez cette info si bien évidemment les webinaires vous paraissent utiles, mais en tout cas, sur le site Orientation Région Sud, on le mettra dans le fil d'actualité. Je viens de le mettre un instant. Voilà, un certain nombre d'éléments figurent, notamment les salons, les forums, tous les outils et guides qui peuvent compléter cette démarche, les fiches métiers aussi, et puis parfois des focales sur des secteurs. Voilà, donc ces webinaires métiers sont complétés des webinaires par an. Certains ont peut-être participé aux précédents. Nous ancrons cette démarche dans un temps long. Et pour cette année, les 6 mois qui arrivent, et pour les années ultérieures, on souhaite ancrer ça comme des rendez-vous réguliers d'échanges sur les pratiques et la réalité des métiers. Voilà. Donc, merci et bonne soirée pour ma part. À très bientôt dans les autres webinaires si l'on s'y retrouve. Merci beaucoup, Marc. En effet, donc j'ai mis dans le lien des questions le site donc, sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations qui est orientation-regionsud.fr. Dès la fin de ce webinaire, vous recevrez un mail avec le lien du replay. Donc, vous pourrez bien entendu le regarder à convenance. Et vous le retrouverez également, ce webinaire et les autres, et en replay, sur le site orientation-regionsud.fr. Donc, si jamais vous n'avez pas pu assister au webinaire précédent sur la conférence des parents, vous y aurez bien entendu accès très, très rapidement sur le site de orientation-regionsud.fr. Je tenais à remercier vraiment chaleureusement Valérie, Marine et Christophe pour leur intervention et leur disponibilité. Merci. Et on espère vraiment qu'on a pu éclairer sur les perspectives et les métiers de la silver economy sur la région sud, et puis surtout créer des vocations et ou confirmer ces vocations pour vous lycéens et lycéennes qui allez passer le bac cette année. Un grand merci à vous toutes et à tous et à très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée.